On est parti. Bonjour à tous, merci d'être venus pour mon talk là. Ça fait plaisir, puis merci aux orgas de Tech, merci à ma régie très sympathique et aux sponsors. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Deep Link. Je vais, vous inquiétez pas, pour ceux qui connaissent pas le terme, je vais tout définir. Mais déjà, alors je suis désolé, dernier jour, c'est l'après-midi et c'est juste avant le 4h. D'ailleurs mes collègues reviennent juste de manger. Je vais vous demander de vous projeter un petit peu. Et l'idée là, c'est de vous imaginer en train de découvrir un nouveau marché. Vous avez envie de lancer votre marketplace et enfin vous trouvez l'idée du siècle, c'est la dilution nutritionnelle. Donc qu'est-ce que c'est la dilution nutritionnelle? En fait, c'est des petites pastilles que vous mettez sous votre langue pour que ça fonde, mais plutôt que ce soit pour soigner un mal de gorge ou faire passer un lendemain de soirée qui est un peu compliqué, là en fait c'est tout simplement des substituts de repas. Donc vous avez des pastilles par exemple pour substituer des oignons, un bœuf aux carottes, trucs comme ça. Donc vous lancez votre marketplace, plein d'ambition, vous ajoutez un maximum de saveurs. Et en fait ce qui est super fort, c'est que vous avez réussi à faire quelque chose de génial, vous adorez le pâté, et vous vous dites tiens, je vais tester un truc, je vais faire des pastilles au pâté, et en fait ça fonctionne de fou. Vous avez réussi à vous créer une mare d'argent, et tant et si bien qu'en fait ça attire les regards et ça attire la concurrence. Donc c'est un peu le problème, vous avez fait le buzz, et là il y a plein de concurrents qui viennent vous chercher, dont Pâté Baron, entreprise familiale, qui du coup a fait sa renommée depuis des siècles en fait, dans la fabrication de pâté, et s'est dit que lors de sa transformation numérique, ils allaient aussi lancer leur propre pastille de dilution nutritionnelle. Et donc vous vous dites, bah non, mince, là pour l'instant je suis leader, donc j'ai envie de garder ma position de leadership avec ma marketplace. Et donc, vous lancez votre app mobile pour garder votre avance, acquérir de nouveaux utilisateurs, fidéliser votre base d'utilisateurs que vous avez déjà. Vous lancez donc une app sur iOS et sur Android, classiquement. Et pendant votre développement, vous découvrez le principe des deep links. Donc vous les intégrez à votre app, c'est cool. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un deep link? Pour faire assez simple, vous allez prendre votre téléphone, vous faites une recherche pastille ou pâté et miel, la dernière saveur à la mode et qui est vraiment délicieuse. Et si vous n'avez pas l'application mobile dilution d'installer, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous restez dans le site web. Le site web, avec un peu de chance, il est responsive, donc ça marche bien. Et par contre, si vous avez des deep links et surtout l'application qui est installée, en fait là ce qui est cool, c'est que vous rebasculez dans l'application directement et encore mieux sur la fiche du coup produit de votre petit pot de pastilles de dilution pâté miel. Donc génial. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise un deep link de manière générale? En fait, déjà c'est pour essayer de faire en sorte d'offrir un parcours utilisateur qui est plutôt sympa. Ça évite de casser, de passer d'un système, comment dire, ça permet d'offrir vraiment quelque chose de plus personnalisé en général quand on a une app mobile. Donc il y a un exemple que vous avez sûrement déjà tous eu, c'est vous faites une recherche d'une vidéo ou d'une musique et en fait vous cliquez dessus, ça vous ouvre YouTube directement plutôt que dans votre Chrome. Et d'autres exemples, c'est aussi possible de faire des deep links d'app à app. Donc un exemple classique, c'est vous êtes dans votre app de messagerie, vous recevez un lien, ça s'ouvre dans votre application qui est installée. Et un autre exemple que je trouvais assez pertinent, c'est si jamais vous avez une petite fringale après être rentré de soirée et que vous avez du coup utilisé Uber, en fait Uber va aussi vous proposer typiquement de vous faire livrer des repas à domicile. Et potentiellement, quand vous cliquez justement sur l'ajout de quelque chose à manger, vous pouvez être redirigé aussi dans l'app Uber Eats, et du coup, ça s'ouvre. Donc ça, c'est des exemples plutôt pour enrichir l'expérience utilisateur. Et sinon, d'autres exemples un peu plus pointus, vous pouvez aussi utiliser des redirections pour implémenter des flows d'authentification. Où typiquement vous commencez d'abord l'authentification sur une WebView, donc en gros on charge une page web, la mire d'authentification, et à la fin, lorsque vous recevez les codes qui permettent d'échanger un token, en fait vous rebasculez dans votre application mobile. Et là ce qui est encore mieux du coup, c'est que vous pouvez aussi partager comme ça de l'authentification, donc du SSO, entre plusieurs apps mobiles, en justement chargeant ce contexte web dans un premier temps et ensuite en rebasculant dans le contexte mobile. Donc voilà, il y a la vidéo, si jamais ça vous intéresse, de toute façon il y aura les slides, donc c'est quelque chose qui est très d'actualité, c'est vraiment sympa de pouvoir faire du SSO par ce biais. Donc cool, en fait, grosso modo, on a réussi à garder notre avance sur Pâté Baron, tout va bien.
Et le problème, c'est qu'au bout de quelques mois, bah, vous commencez à avoir des utilisateurs qui se plaignent. Donc c'est vraiment bizarre. Les symptômes, c'est qu'en gros, ils ont acheté des pastilles goût pâté miel sur l'application, mais en fait, ils se plaignent de la qualité des pastilles qu'ils ont reçues. Et manque de peau, du coup, les notes sur Trustpilot commencent à vraiment s'enchaîner, les notes négatives, et idem sur les stores. Donc c'est un peu la panique à bord. Et là, vous faites votre enquête, vous allez contacter un utilisateur qui a des problèmes, et puis vous vous rendez compte en fait que lorsque l'utilisateur fait une recherche sur le web pour ces pastilles au pâté, en fait, il y a bien l'application, il y a bien une redirection dans une application, mais ça ressemble vraiment ça ressemble vraiment beaucoup à votre application que vous avez développée, mais en fait, c'est pas vraiment la même, c'est une sorte de clone. Donc vraiment, c'est what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, si on creuse un peu comment ça fonctionne, les redirections, on va essayer de comprendre justement pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc le principe de ce genre d'attaque, c'est déjà on va l'expliquer en prenant en compte comment est-ce qu'on déclare en fait des deep links au sein de nos applications. Donc en fait le principe, c'est que moi avec mon application dilution, je vais déclarer auprès de mon système que je peux gérer un lien du type https://dilution.com/produit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand moi, en tant que pirate, je lance une application, je peux très bien aussi dire au système que je gère cette même URL. Et en fait, c'est vraiment déclaratif. C'est-à-dire que lorsque le système détecte que l'utilisateur navigue sur un lien, il va aller regarder dans sa base en gros dans son annuaire d'applications qui supporte ce type de lien. Et s'il y en a plusieurs, en fait, il va proposer à l'utilisateur d'avoir une redirection sur l'app A, donc la vôtre, ou l'app B, manque de peau, c'est l'app du concurrent qui essaie de vous couper l'herbe sous le pied. Donc le challenge, évidemment, c'est en tant qu'attaquant, c'est de réussir à faire installer l'application tierce à l'utilisateur. Mais avec l'ingénierie sociale, ça se fait assez bien. Et du coup, comment est-ce qu'on déclare ça sur Android, un deep link? En fait, on a pour les applications Android quelque chose qui s'appelle un manifeste. Donc en gros, c'est un fichier qui va contenir tout un tas d'informations, dont des métadatas et des deep links. Et ce qui est intéressant de voir, c'est surtout en bas. Alors je vais essayer de mettre ici. Donc en gros, là, vous déclarez en fait le schéma. On n'est pas obligé d'être en HTTP, HTTPS. Et le host. Donc en fait, là, ça veut dire qu'en gros, toutes les URI qui commencent par example, .//gizmo, en fait, le système va proposer à l'utilisateur, ou alors directement rediriger sur l'application, si jamais il détecte qu'il y a justement ce type de lien qui est chargé. Sur iOS, c'est plus ou moins le même principe. On a un fichier aussi qu'on peut renseigner pour déclarer justement ce genre de liens qui sont supportés ou pas dans l'application. Donc voilà, après il y a de la redirection, c'est un peu le même principe. Et donc la conséquence, ce qui est vraiment important de noter ici en fait, c'est que le système par défaut il vérifie pas que ce que vous déclarez comme supporté dans votre application, vous avez bien l'ownership en fait de ces liens. Et c'est là un peu tout le souci, c'est que tout le monde peut prétendre qu'on est propriétaire de tel ou tel lien. Et donc c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, ce que vous voyez ici. Alors là ça date un peu, hein, c'est des vieilles interfaces Android, c'est un peu plus joli maintenant, mais en gros c'est le principe, c'est qu'on va vous proposer de poursuivre par exemple votre navigation sur une app A, une app B ou une app C, si les trois déclarent pouvoir gérer le même lien. Bon, il y a l'équivalent sur iOS à droite. Et donc effectivement, si jamais on a une app qui a un comportement un peu pirate, si l'utilisateur fait pas attention, il peut être redirigé sur l'autre application. Donc là, on parle de perte en finale d'acquisition. Ça peut être un peu plus problématique si, comme je disais tout à l'heure dans l'exemple du SSO, en dernière redirection, on passe de l'information du type qui nous permet de générer un token. Et donc vous voyez après ce qu'on peut faire, quoi. Donc comment est-ce qu'on sécurise tout ça? Ce qui est cool, et une fois n'est pas coutume, on va essayer de passer par une validation serveur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va essayer de déposer un fichier sur la racine du lien qu'on déclare gérer. Donc si je suis sur https://dilution.com, je vais déposer un fichier de validation. Et le but, c'est que le système va essayer d'aller vérifier de la présence de ce fichier. Il va vérifier que, en gros, dans ce fichier, on déclare bien un espèce de mapping entre l'application qui est installée et finalement le lien qu'on est en train de déclarer pouvoir supporter, quoi.
Donc, ce qui est pas mal avec ça, c'est que ça permet aussi d'éviter, en termes d'expérience utilisateur, d'avoir le chooser là, qui s'affiche, où on vous propose les liens, si jamais la validation est OK. Et dans certains, comment dire, dans certains principes, on peut aussi avoir des messages qui s'affichent si jamais la validation, 1, 2, pardon, si la validation échoue. Et du coup, ça s'appelle des app links sur Android et des universal links sur iOS. On va voir comment ça s'installe. Donc en gros, un app link sur Android, côté manifeste, il n'y a pas grand chose à changer. Oula, ça s'est pas mis. Hop, c'est bon. Donc en gros, on a un auto-verify à true à mettre pour que le système aille automatiquement chercher le fichier de validation. Et il s'attend à ce que sur le site chargé, dans le dossier .wellknown, on ait un fichier qui s'appelle assetlinks.json. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a eu des changements de comportement à partir d'Android 12. Donc voilà, je vous le mets, je ne me prends pas dans le détail, mais si jamais vous tombez dessus, regardez bien la doc. Et en fait, qu'est-ce que ça contient ce fichier-là? Eh bien en fait, il contient, comme je disais, le package name de l'application, et puis ça ici, c'est le fingerprint. Donc en fait, si vous ne savez pas, le principe quand on fait une archive Android, on va la signer avec un certificat. Et du coup, derrière, on peut sortir une empreinte de l'application. Donc l'idée, c'est que l'empreinte qui est renseignée ici, en fait, match sur l'empreinte qui est installée sur le téléphone. Et c'est comme ça qu'on peut déclarer qu'au final, on a vraiment un ownership sur le lien qu'on est en train de consulter. Sur iOS, c'est plus ou moins le même principe. On déclare des capabilities, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, on va dire qu'on est aussi en train de gérer, de gérer des liens associés. On a aussi un fichier à déposer dans le même dossier, mais il s'appelle pas pareil. Et la petite nuance, c'est que plutôt qu'un fingerprint, on va plutôt passer un ID d'application. Et aussi une différence, enfin une feature qu'on a en plus du coup côté serveur sur iOS, c'est qu'on peut indiquer les liens qui nous permettent de faire des redirections. Donc Android, en gros, on ne peut pas comme ça personnaliser les liens supportés, alors que sur iOS on peut. Donc le corollaire, c'est que sur Android, on est obligé de relivrer une application si on veut changer les liens, quoi. Bon. Et une autre chose qui est possible, c'est de faire des intents URL. Donc ça, c'est que sur Android. En fait, c'est quelque chose qui est uniquement dans Chrome. Et en gros, le principe, c'est que on va avoir une URI de type intent de // du contenu. Et ce qui est pas mal avec ça, c'est qu'on peut passer de la donnée vraiment comme un lien classique. Mais surtout, ce qui est important de noter, si vous regardez la spec ici, c'est qu'on peut spécifier un package. Or, sur Android, un package ID est vraiment unique au sein du téléphone. Donc c'est pas mal. L'inconvénient, par contre, c'est que pour vos utilisateurs qui sont sur desktop, une intent URI, en fait, enfin URL, c'est pas supporté. Si vous cliquez sur un bouton et que vous chargez dans votre navigateur intent de .// sur ordinateur, ça marche pas, quoi. Donc voilà, faut juste y penser. Et du coup, vous pouvez vous poser la question, ça existe ce genre d'attaque. Bon, ça paraît un peu galère quand même à mettre en place. En tout cas, en termes de vulnérabilité, ça existe bien. Et souvent, c'est des CVE qui sont assez hautes en termes de notation. Une première qui était en mai 2023 de l'année dernière, c'était sur Expo. Si ça vous parle pas, c'est un framework qui permet de mettre en place rapidement des applications React Native. Et en gros, c'était typiquement ce que je décrivais en termes de vol de token. Ça permettait, via les redirections, d'essayer de faire en sorte que la redirection qui contient le token soit sur le site de l'attaquant. Donc c'était un peu critique quand même comme problème. Et un autre exemple, c'était TikTok, qui a eu aussi un problème de deep link. Alors là, c'est pareil, c'était assez violent. En gros, le principe, c'est qu'on pouvait passer du JavaScript dans le lien, et ce JavaScript-là était chargé, en gros, dans le composant WebView de l'application. Donc on pouvait faire de l'exécution, en gros, arbitraire de JavaScript. Donc pareil, une grosse CVE. Puis bon, sur mobile, le problème, c'est qu'on impacte vite, si l'application a fort trafic, beaucoup d'utilisateurs. Donc c'est aussi assez intéressant d'essayer de faire ce genre d'attaque. Donc si je résume, l'installation se fait en 2 étapes, ça je l'ai dit. Sans parler d'attaque, ce qui est plutôt pas mal avec ce type de lien, c'est qu'il n'y a plus le chooser qui s'affiche, donc on est redirigé directement. Donc en termes de parcours, c'est quand même plus sympa pour l'utilisateur. Et au même titre que d'autres fronts, au final un mobile c'est aussi un front, c'est aussi un client. Faut aussi toujours se poser la question si jamais il y a des vérifications à faire, s'il ne faudrait pas passer par un serveur, quoi. Jamais faire confiance. Pour aller plus loin, je vous ai mis plein de docs. Alors, hop. Et je vous attire juste l'œil sur la fin. Là, c'est un document qui est fait par OWASP, qui est une organisation qui
publie plein de guides de sécurité en gros sur tout un tas de choses. Et en l'occurrence, le MASTG, c'est quelque chose qui est spécialisé sur le mobile. Donc il y a tout un tas de recours, pas que sur les deep links, et c'est vraiment super. Voilà, moi en tout cas c'est Thomas, je suis lead mobile chez Hypontech, j'ai des réseaux sur le côté, et sinon je suis organe du gênante Android, d'une non-conf pour les mobiles, pour les développeurs mobiles qui s'appelle Mobilis Immobilier. On refait une édition cette année, et sinon je suis fier d'être du Pays de Ré, c'est une petite partie de la Loire-Atlantique au sud-Loire. Voilà, chauvin, désolé, mais c'est cool. Je fais partie du coup d'Hypon, on est une trentaine de développeurs mobiles qui faisons du cross au natif, et on s'éclate plutôt pas mal, c'est cool. Voilà, merci. Si vous avez vous pouvez me donner du feedback, c'est vraiment cool. Et merci d'être venus aussi nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Je suis un peu hordé. Et oui, on peut parler que ça parce que j'ai un peu explosé le temps.